Bonjour à tous. Juste, on nous a précisé qu'il y avait des techos, des non-techos, qui développent. Il n'a jamais développé l'idée. Vite, c'est nous. Là, nous. D'accord. Il n'a jamais développé. Déjà, merci de nous avoir accueillis. Juste pour préciser, là, on va vous faire une petite présentation sur les Google Glass. Ça ne va pas être orienté 100% dev, parce qu'en fait, avant de développer ce Google Glass, il y a quand même plein de concepts à voir. En effet, derrière c'est de l'Android, mais il y a des nouvelles choses qui vont arriver, donc vous allez découvrir au travers de la présentation. Juste pour commencer, on va se présenter, si ma télécommande fonctionne. Voilà, très bien. Donc juste moi, c'est Cédric Pointel, donc je travaille aux technologies, ça va faire 4 ans. Alors à la base j'ai principalement fait du développement iOS, voilà. Android je m'y suis mis très récemment au final, ça va faire à peu près 1 an, même si j'en avais fait il y a longtemps, c'était juste pour m'amuser, à travers justement les Google Glass. C'est pour ça que j'ai une plus grosse pomme qu'un petit droïde. Pourquoi un robot à côté? C'est juste pour préciser qu'à côté de ça, je fais énormément de robotique, énormément de C. Je ne sais pas si vous connaissez le concours Coupe de France de robotique. Pas du tout. Je vous invite à aller voir ce concours qu'il y avait à l'époque sur Galaxy. Et Louis qui est avec moi. Et je suis un peu depuis 1 an maintenant dans l'équipe mobilité. En ce moment, je fais principalement de l'Android. Je travaille aussi sur iOS. Et je fais du Ruby on Rails. C'est mieux. Juste pour savoir, au fond, vous nous entendez ou pas? Non. Pas du tout. C'est mieux? C'est mieux, parfait. Alors, juste forcément 2-3 petits mots sur notre société. Alors, on travaille à Octo. Je ne sais pas si tout le monde connaît ou si des gens, personne ne connaît. C'est juste un cabinet d'archi en fait qui existe depuis 98, depuis la Coupe du Monde. Alors forcément, pourquoi tout de suite sujet tour d'Android de la mobilité? C'est juste qu'on a monté une équipe en fait en 2009 à cause d'iOS à l'époque, et maintenant on fait aussi énormément d'Android, d'iOS, de Windows. Et forcément on a commencé à s'intéresser à tout ce qui tourne autour des objets connectés, et en l'occurrence les Google Glass en font partie. C'est pour ça qu'on a eu l'occasion d'avoir 3 paires. On a pu travailler et avancer dessus ces derniers mois. Alors ce qu'on a prévu pour aujourd'hui, une petite intro, alors une intro qui n'est pas liée à Google Glass mais plus qui va être liée au monde finalement de la lunette connectée, une partie qui va être l'histoire. Alors juste pour petite précision, c'est qu'on a l'habitude de faire toutes nos slides en anglais, donc est-ce que ça... Bon, c'est pas grave. De toute façon, je parle en français, donc il n'y a pas de souci. Donc une histoire en fait historique un peu des Google Glass. Les Google Glass, qu'est-ce que c'est? La partie hardware, parce qu'il y a énormément de choses à découvrir, la partie interface, et ensuite comment on programme. Alors les deux manières de programmer. Juste également pour pouvoir adresser le discours, qui a eu l'occasion de tester des Google Glass. Okay. Qui s'est déjà intéressé à la partie développement sous Google Glass. Ok. Et qui a fait des applications? Personne. Et ensuite, on vous présentera juste quelques applications. Alors, pas les applications qu'on a réalisées, parce qu'on n'a pas encore le droit d'en parler, mais des applications qui sont actuellement publiques et françaises, en l'occurrence. Alors, pourquoi on arrive à ce sujet-là? Le sujet actuellement, en fait, du wearable est un sujet qui se développe énormément. Donc, forcément, on va parler des lunettes connectées, on va parler des montres connectées. En l'occurrence, une a été gagnée aujourd'hui. On va parler aussi, alors là, il y a plein d'objets qui, certains vous pouvez vous demander ce que c'est. Par exemple, en haut, Fine, ce petit anneau un peu trop gros par rapport aux objets, c'est un anneau qu'on met en fait autour de son doigt, qui permet également d'interagir avec son téléphone, avec la musique ou avec son écran. J'ai mis, alors c'est pas forcément un objet wearable, c'est la fourchette connectée. Je sais pas si vous avez déjà vu, mais il existe aussi une fourchette connectée qui permet quoi? Qui permet juste en fait de mesurer le nombre de mouvements qu'on va faire avec sa main pour manger et dire attention là tu manges trop rapidement, donc elle s'allume, etc. Il y a énormément de choses et mesurer aussi cette partie-là. On a aussi une start-up française qui s'est lancée dans parce qu'actuellement la cigarette électronique est énorme, donc une start-up française s'est lancée aussi dans la cigarette connectée. Qui permet de mesurer son taux, comparer avec son taux de cigarette qu'on fumait habituellement, et surtout faire des gamifications avec ses amis sur Facebook, en mode moi j'en ai fumé moins aujourd'hui, etc., etc. Et
forcément, le sujet des glaces sont développés. Alors là, j'en ai mis 9. En fait, le nombre est énorme. Le CNRS en répertorie à peu près une centaine. Donc c'est quelque chose qui s'est énormément développé en fait ces dernières années. Des startups françaises depuis 2007 travaillent dessus. Donc forcément, on parle en ce moment énormément des Google Glass. Mais en fait, ça fait déjà un moment que le sujet est lancé. Et en fait, le sujet était déjà lancé dans les années 70 où il y avait déjà des sortes de lunettes en fait connectées pour pouvoir s'amuser. Enfin, pas forcément connectées, mais s'interagir en tout cas avec un écran face à son œil. Pourquoi c'est un sujet qui intéresse? Parce qu'en fait, si on regarde, forcément actuellement les ventes ne sont pas énormes. L'année dernière, c'est, je ne sais plus exactement, c'est 87 000 Smart Glass qui ont été vendus dans le monde. Mais quand on commence à analyser en fait, les prévisions, en 2018, ils annoncent quand même 10 millions d'unités vendues. Donc tout de suite, on pourrait dire que les lunettes connectées, c'est quelque chose qui va coûter cher. Quand on entend les prévisions, par exemple, des Google Glass, c'est aux alentours de 350-400 $. Actuellement, elles sont chères, mais ce n'est pas du tout le tarif qui sera grand public. Et c'est forcément quelque chose qui va générer de l'actualité. Donc le graphe est intéressant en bas, c'est voir que le monde en fait des objets connectés va prendre une grosse part par rapport finalement au monde des objets tout court. Bientôt tout sera connecté autour de moi. Alors au niveau des lunettes, on va avoir deux types de lunettes. On va avoir les lunettes, on va plutôt parler d'un tableau de bord en fait, qui en plus nous rajouter finalement un tableau au-dessus de sa tête, au-dessus de ses yeux. Vous avez des informations qui vont être poussées par un autre device, alors que ce soit on va dire un serveur ou que ce soit notre téléphone qui nous pousse de l'information, une application qui va tourner cette information. Et ensuite les vraies lunettes de réalité augmentée, on là va carrément avoir un écran totalement en face de nous et qui vont nous rajouter une autre interface avec ce qui nous entoure. Il y a des lunettes par exemple, actuellement la vidéo est assez impressionnante, les lunettes ne sont pas encore officiellement sorties, mais on la joue à la Iron Man où avec ses mains on commence à bouger les objets, etc. D'ailleurs cette start-up là a recruté la personne qui gère les animations d'Iron Man, c'est rigolo. Et donc aujourd'hui on est là pour parler des glaces, donc cette image a fait un peu le tour puisque c'est une image qu'on voit un peu partout sur internet quand on parle des glaces et de Google. Juste un petit point historique au niveau des glaces. Alors forcément quand on voit le dernier prototype qui est celui-ci, ça ressemble pas du tout à ce qui a été fait avant. C'est-à-dire que pendant 18 mois ils se sont amusés à améliorer le prototype. La première version était une paire de lunettes avec des petits projets qui avait carrément un téléphone en fait accroché sur le côté pour pouvoir gérer toute la partie intelligente. Donc forcément ça a évolué, les designers après ont commencé à travailler et ont sorti en fait le dernier modèle qui est actuellement présent. On va voir que les lunettes ne ressembleront pas forcément à ça, puisqu'on va pouvoir customiser ses propres lunettes, ses verres, et d'ailleurs des partenariats ont été faits avec des marques. Juste une petite frise, c'est un projet qui a démarré depuis 2011, en tout cas officiellement dans le lab de Google. On a commencé à voir apparaître donc, en 2012, lorsque des gens de Google ont porté à des événements, à des shows. Et en 2013, un programme a été lancé, un programme justement pour recruter des gens où 10 000 personnes ont pu s'inscrire au Glass Explorer pour pouvoir acheter des glaces. Bien entendu, ce n'était pas gratuit, c'est pouvoir acheter. Donc il y avait 2000 développeurs qui pouvaient et 9000 personnes, non 8000 pardon, enfin 8000. Et 8000 personnes qui étaient plus des gens en fait de la vie de tous les jours qui proposent une idée et qu'est-ce qu'ils feraient avec des Google Glass pour pouvoir avoir le droit d'en acheter, avoir le droit d'en utiliser, le droit finalement d'être un peu évangéliste des Google Glass, en tout cas aux États-Unis. Et c'est donc en 2013 qu'ils ont commencé à ouvrir la possibilité de pouvoir développer sur les Google Glass avec un premier mécanisme qu'on appelle la Mirror API, et ensuite c'est à la fin de l'année qu'il y a le JDK qui est sorti. Donc on vous décrira plus loin la différence entre les deux et comment on travaille en fait avec les deux. Et ce qu'il faut savoir, c'est que justement depuis 2 jours, c'est 2 jours, c'est ça, il y a la bêta, actuellement était sur une bêta privée, la bêta est désormais publique, c'est-à-dire que n'importe quelle personne peut s'inscrire, résident bien entendu sur le sol américain. Donc si vous connaissez quelqu'un qui a une adresse aux États-Unis, vous pourrez recevoir des Google Glass en payant le prix associé. Hop, je vais laisser la main. Alors, au niveau des composants, voilà à quoi la Google Glass ressemble. Donc en fait, on a globalement toute l'électronique est d'un seul côté de la glace. Donc vous avez la batterie. Alors ici, c'est écrit qu'elle fait entre 5 et 6 heures. C'est vraiment pas vrai du tout. C'est la valeur estimée. C'est la valeur estimée. En pratique, ça dure rarement plus d'une demi-heure, je dirais. Pour un temps de charge qui est assez énorme. Et en
rechargement, en plus, on a souvent des surchauffes à l'utilisation, donc c'est pas encore grandiose. Juste à côté, vous avez le transducer, donc c'est le haut-parleur qui est censé marcher aussi par conduction osseuse. Lui aussi, il est un petit peu moyen. Il marche assez moyennement. On entend assez peu en fait ce qui se passe. Donc si vous êtes tout seul chez vous à faire jouer avec vos Google Glass, vous allez entendre ce qui va se passer dessus. Par contre, dès que vous allez être entouré de gens ou dans la rue, c'est zéro, vous n'entendrez plus rien. Et donc du coup, sur le deuxième prototype, Google incluait une oreillette avec les Google Glass qui se branche juste en dessous, donc, pour que les gens puissent entendre ce qui se passe dessus. À l'avant, vous avez cette espèce de composant en plastique qui est en fait un grand touchpad sur lequel vous allez pouvoir faire des mouvements de swipe, de tap, avec un ou plusieurs doigts. Et dedans aussi, il y a aussi toute l'électronique avec le processeur, la RAM, etc. Et puis devant, vous avez évidemment le prisme et l'appareil photo. Il y a un bouton physique ici pour prendre des photos. Et puis voilà. Alors si on s'amuse à démonter ces Google Glass, voilà ce que ça donne. Ça coûte quand même 1 500 $ pour l'instant, donc il faut avoir les moyens, mais et je tiens à préciser quelque chose aussi sur les Google Glass. Souvent, quand on entend parler des lunettes connectées, et surtout des Google Glass, parce qu'en fait, il y en a énormément qui existent, mais généralement, on n'entend que parler des Google Glass. Sur les vidéos de promotion qu'on voit, on a l'impression qu'on est complètement immergé dans un monde où on voit, on est vraiment en réalité augmentée, un peu comme sur l'Oculus Rift, s'il y en a qui connaissent. En fait, pas du tout. Les Google Glass ont un tout petit écran. Et d'ailleurs, il faut lever un petit peu le regard pour le voir, donc c'est tout à fait possible d'avoir l'écran allumé et de ne pas être spécialement dérangé. Et voilà ce que ça donne quand il est allumé sur une personne. On arrive à voir, quand quelqu'un est en face de nous, comment est-ce qu'il est habitué, on arrive à voir que la personne est en train d'utiliser Google Glass parce qu'on voit les écrans. On voit vraiment devant le prisme, on arrive à voir l'écran et quand on a l'habitude aussi sont tournés. Mais de loin, il y a une lumière forcément qui est faite et donc on sait que la personne est tellement utilisée l'écran. Ouais, de loin, ça devient La conduction osseuse, ça a été annulé. Comment? La conduction osseuse pour le son, j'avais entendu dire que ça a été annulé. Alors pour le moment, je vois pas l'info. C'était il y a 3 mois. J'ai pas eu tout Vous avez une oreillette en tout ça. L'oreillette a été fournie en tout cas avec le Proto 2, on a toujours de la conduction osseuse. J'ai aucune, ça me dit rien du tout, alors peut-être. Après, c'est toujours pareil, comme on dit, c'est un prototype, donc forcément il va être amené à bouger. On parlait de la batterie, je pense que sur les versions grand public, la batterie va changer énormément, parce qu'actuellement c'est inutilisable au final. Quand on est sur 1 heure, et après, même quand on développe, je reste sur la batterie là pour le moment, mais même quand on développe, on va être connecté. Alors, une expérience personnelle qui m'est arrivée, hein, c'est que quand ils sont connectés en train de développer, à force de jouer, de taper, etc., ça chauffe énormément et on le ressent très vite ici. En fait. On va pas jusqu'à quel point c'est allé, mais voilà, on le ressent. Mais par contre, pour la conduction osseuse, je ne vois pas du tout la mise. Alors peut-être, ou alors j'ai goûté quelque part, mais... que j'ai pas vu passer, mais étant donné qu'ils ont fourni une oreillette sur la deuxième version du prototype, c'est possible qu'ils l'annulent ou en tout cas ils vont devoir travailler dessus. Vous allez l'annuler parce que c'est pas très efficace dans certains cas. Ah oui, non, c'est pas du tout efficace. Pour l'avoir utilisé dans un restaurant par exemple, avec les gens à côté, c'est impossible. D'accord. Apparemment aussi ça dépend de la morphologie, oui. En fonction de la peau crânienne et des cheveux. Comme on vous l'a dit, aujourd'hui la version coûte 500 $. Depuis 2 jours, il faut être résident américain pour pouvoir se les procurer. Il y a eu des rumeurs comme quoi, pour grand public, ça tournerait entre 350 et 500 $. Donc déjà beaucoup plus accessible. Voilà. Par contre, on n'a toujours aucune idée de quand est-ce que ça sortira, et c'est toujours des énormes rumeurs. Donc c'est de la grande inconnue. On peut voir quand même que ça s'accélère parce que il y a 1 mois, Google a ouvert pendant une journée la vente de ces glaces aux États-Unis. Et là, depuis 2 jours, on peut carrément tout le monde aux États-Unis peut se les procurer. Donc, ils sont peut-être en train de découler tout doucement leur prototype ou d'essayer une dernière phase de test à grande échelle, mais on
n'a vraiment aucune idée de date précise pour le grand public. Ce qui est intéressant sur le prix, c'est que quand on dit qu'actuellement les rumeurs c'est 350, 400 $, il y a 2 semaines, un blog technique, j'ai oublié le nom, il est connu, se sont amusés à démonter et à comparer le prix en fait, des composants des Google Glass. Et en fait, le prix des composants des Google Glass reviendrait en fait à 80 $. Donc à fabriquer, ça coûtait 80 $. Après, à ceci, bien entendu, il faut ajouter la chaîne de fabrication, il faut ajouter le packaging, le transport. Donc après, le prix nous revient des Google Glass, il n'est pas de 80 $, il est forcément beaucoup plus élevé parce qu'il y a 152 $. 152 au final. Donc, forcément, quand on est sur un prix à 1500, on est sur un prix à 1500 et qu'on dit que les gens au départ pouvaient les acheter à 1500, on avait accès à tout l'écosystème qui était à toute la partie développement, toute la communauté, qui était à tout le moment où on avait besoin de faire de Google Glass, ça fait un peu cher au départ. Mais au final, 1500 $, c'est pas forcément si cher par rapport à d'autres qui vont être à 7000 ou 3000 $ à l'écart de lunettes. Par contre, il faut monter beaucoup plus loin, c'est pas le plus haut. 15 000 sans le SDK. C'est encore des prototypes. Hein. Après c'est pareil, quand on parle de ça, il y a des gens qui vont plus s'adresser au monde professionnel que le monde public. Hein. Le monde public, on ne peut pas se permettre d'avoir des lunettes à 15 000 $. Pour ceux qui trouvent que le prototype actuel fait un peu trop geek, vous pouvez être rassurés, parce que en mars, on a appris que Google avait signé un partenariat avec Luxottica, qui est un groupe qui possède notamment Ray-Ban et Oakley, et donc ils ont déjà prévu des lunettes avec des designs beaucoup plus sympas. Il faut savoir pour les personnes qui portent des lunettes de vue aussi, qu'il sera possible de se faire des Google Glass personnalisés avec des verres correcteurs. Vraiment, c'est pour rajouter 200 $. Donc maintenant, je vais vous parler de ce qui vous intéresse tous, à quoi ça ressemble quand on les utilise. Je vous ai mis cette petite image, qu'on ne voit pas très bien d'ailleurs au rétro, pour vous présenter un peu ce que vous projettent les Google Glass. Ici on voit, c'est tiré d'une vidéo de Google qui présente une vidéo de promotion. Ici on voit une espèce de timeline, et en réalité, quand on regarde à travers la Google Glass, on va voir une seule carte, et on va pouvoir scroller entre les cartes. Je vais commencer par le premier écran que vous allez voir, quand vous allez pouvoir les tester tout à l'heure. Il affiche l'heure et il vous propose de dire OK Glass. Et OK Glass, c'est la commande vocale qui les réveille et qui vous affiche ce prompt. Et donc ce prompt, il va vous montrer toutes les commandes avec laquelle Google Glass sait réagir. Donc ça dépend globalement des applications que vous avez installées. Et aujourd'hui, on peut faire énormément de choses, pratiquement tout ce qu'on peut faire depuis un smartphone. On peut prendre une photo, des vidéos, jouer de la musique, être guidé par GPS, faire une recherche Google, même si c'est assez délicat de surfer sur le web avec les Google Glass, on peut chatter. Récemment, on pouvait passer des appels vidéo donc sur Hangout. C'est assez sympa, la personne avec qui on passait l'appel vidéo voyait ce que l'on voit. C'est une feature qui a été retirée quand ils ont mis à jour leur logiciel pour passer sur KitKat, parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait assez peu de personnes qui s'en servaient et ils trouvaient que la feature n'était pas assez satisfaisante pour le moment. Mais normalement, ça devrait revenir. C'était la feature la plus fun. En gros. C'était assez rigolo de faire un hangout vidéo avec une autre personne qui faisait elle-même un hangout vidéo. Pour 3 000 $, vous pouvez vous amuser à avoir une paire devant, une paire derrière et voir devant ce qu'il y a derrière. En gros, c'est ça. Forcément, on parle qu'on est capable de pouvoir envoyer un message à quelqu'un. Forcément, quand on dit ça, on ne sait pas écrire un roman. On va le dicter à l'oral, donc on va écrire. Toute subtilité, c'est qu'en moment, il faut bien parler anglais. Et c'est pas écrire un roman, c'est écrire un petit message et l'envoyer. Pareil, quand on parle, vous pouvez lire vos mails, vous allez avoir vos mails, vous n'allez pas avoir un grand mail en fait sur cet écran en petite police. Votre mail, selon sa taille qui fait, va être découpé en plusieurs vignettes et vous allez scroller entre les différents mails comme si vous scrollez en fait sur votre mail. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que
Il y a une grande partie de ce menu qui devient inutilisable si vous n'avez pas de réseau. En fait, quand vous utilisez vos Google Glass, vous pouvez les appairer à votre smartphone, que ce soit un Android ou un iOS. Et là, vous pouvez vraiment vous en servir quand il est hors ligne. Vous pouvez toujours prendre des photos et des vidéos, mais globalement, vous ne pouvez plus faire grand-chose. Donc quand même une grosse utilité en étant connecté. Alors, je vais vous présenter ce qu'on appelle la timeline. Vous comprenez un peu comment ça se passe sur les Google Glass. On arrive toujours sur cet écran, et ensuite, avec le trackpad, on peut scroller d'un côté ou de l'autre. Quand on va vers l'arrière, on va vers ce qu'on appelle le pass. Le pass, c'est un peu comme votre mur Facebook, c'est une liste énorme de toutes les notifications que vous avez reçues, que ce soit un mail, un chat, peu importe, un train, un rendez-vous, agenda, etc., etc. Ça s'affiche dans le pass. C'est des cartes qui s'appellent des cartes statiques, parce qu'elles sont juste destinées à afficher un simple contenu. Voilà. Donc là, par exemple, c'est un mail, une conversation entre plusieurs chiens. Et donc de l'autre côté de ce OK Glass, qui est le menu d'accueil, vous avez ce qu'ils ont appelé le présent et le futur. Alors, le présent et le futur, c'est des cartes qui s'affichent en rapport avec le lieu où vous vous trouvez, avec ce qui se passe dans votre agenda. Si vous avez un rendez-vous qui va arriver, un rendez-vous sur votre Google Agenda qui va se passer dans 10 minutes, il va être présent juste ici, etc., etc. Et c'est là aussi que vous allez trouver ce qu'on appelle des live cards, c'est-à-dire des cartes qui se rafraîchissent assez rapidement. Les cartes statiques ne sont pas vraiment amenées à être rafraîchies. Une fois qu'elles ont été affichées, elles défilent, elles se perdent au fur et à mesure du temps. Par contre, dans le présent et le futur, en fait, vous avez des cartes qui se mettent vraiment à jour et qui sont contextualisées à ce que vous êtes en train de faire là maintenant, ce que vous allez bientôt faire. Et puis bien sûr, sur chaque carte, vous pouvez ouvrir un menu et donc interagir comme ça. Les commandes, je crois qu'on peut les prononcer aussi. Ou alors on peut taper sur le touchpad. En fait, par exemple, si vous prenez l'application Google Now, on va voir qu'en fait, il y a plein d'applications qu'on peut installer, donc énormément forcément de produits Google. Google Now, dès qu'on va se balader dans la rue, quand on va être connecté, naturellement, dans cette partie présent, vont nous afficher, par exemple, les restaurants autour. Et si on s'approche, comme je dis souvent, on travaille au-dessus d'un ciné. Donc en l'occurrence, toutes les heures, on a les différentes séances du cinéma en dessous et on est capable de voir l'affiche, d'avoir les infos et de pouvoir s'y rendre et de bien nous emmener au ciné si on veut. C'est là, par exemple, quand on parle des live cards, si je lance un timer, c'est là qu'il va se lancer. Si je lance la boussole, la boussole c'est du code qui est fourni de base par Google, donc qui permet d'apprendre à développer sur les glaces. La boussole, on va tourner la tête et en fait à chaque fois ça va nous indiquer le nord, le sud avec un curseur qui bouge. En fait on est la boussole, on tourne et on voit les différentes infos qu'il y a autour de la boussole. Pour vous montrer en réalité à quoi ça ressemble, là en fait c'est des captures d'écran qu'on a fait nous-mêmes à Octo et qu'on a remis dans cet ordre-là. Je vais zoomer déjà sur le passé pour vous montrer à quoi ça peut ressembler. Donc ça c'est l'application CNN qui pousse régulièrement des news, Candy Crush, Ghost Public par exemple. Là on a un mail, un chat, encore une autre news. Donc en fait quand vous scrollez dans votre passé, vous retrouvez tout votre historique de ce qui vous est arrivé assez récemment. J'en profite pour vous dire que vous avez aussi un menu d'application, parce que depuis tout à l'heure on parle de notifications qui s'affichent en fonction de ce que vous recevez, ce qui va se passer, etc. Et vous pouvez aussi naviguer dans vos applications en swipant vers le bas à partir de cette carte, et là vous avez, on appelle ça des glassware sur Google Glass, donc vous avez tous les glassware que vous avez installés. Il y a ceux de base et après ceux que vous pouvez rajouter en passant par un espace. Il y a énormément de choses de l'écosystème Google, évidemment, avec des applis très bien faites. Et après on peut l'installer dans un espace qu'on va voir plus tard. Si je reviens sur cette prise et que je zoome sur le futur et le présent, donc là il y a toujours la carte d'accueil. Alors ça c'est une petite carte qu'on a quand on installe les Google Glass pour la première fois et qui propose d'ajouter ses contacts, de définir, de calibrer plein de petites choses. Là on a par exemple la carte Google Now sur Paris qui affiche 50 degrés Fahrenheit, il va faire beau, etc. Et puis Google Now qui affiche les points d'intérêt aux alentours. En l'occurrence, pareil, si on avait mis à jour la slide avec la nouvelle version,
La nouvelle version nous met justement dans son futur NAO un petit tableau avec nos différents events dans notre agenda. Donc, vous voyez que tiens, dans une heure, j'ai une réunion. Quand on va tout au bout du futur, on trouve l'écran de settings sur lequel on peut plus ou moins péniblement configurer le Wi-Fi, etc., pour notamment appairer avec son téléphone. Alors, puisque vous êtes tous des pros d'Android, apparemment, vous savez que sur Android, il y a des guidelines que Google essaye de faire respecter assez sévèrement. Quand on lit son site web, on a l'impression que c'est super carré, il faut faire super attention. Et en réalité, après, quand on se balade sur le Play Store, c'est un peu n'importe quoi. Il y a des trucs superbes, il y a des applications magnifiques, notamment des géants du web. Et il y a des choses aussi qui sont un petit peu bizarres, sur lesquelles on est complètement perdu. Tout simplement parce que sur le Play Store, il suffit une fois qu'on a réalisé son application, on la pousse dessus, et 3 heures plus tard, elle est disponible, il y a zéro validation. Comme c'est quand même un device assez spécial, la glace, Google va vraiment faire respecter par contre cette fois-ci des guidelines qui sont très précises au niveau des marges. Donc là on vous a mis un exemple c'est d'une slide tirée de la doc où voilà, quand on met un sous-titre, il faut que ça soit là, le contenu principal il faut qu'il soit ici. Quand on affiche une police en gros, il faut que ça soit le roboto scene, le light en bas, les espaces de photos. Donc contrairement à l'Android Market, enfin le Play Store maintenant depuis assez longtemps, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une vraie phase de validation par Google. Quand on lit leur documentation sur la soumission sur le store, on est sûr de rien pour l'instant, mais ça devrait plus se rapprocher de quelque chose qu'on trouve sur iOS par exemple, ou quand on soumet une app, on va attendre une semaine de validation avant de pouvoir la pousser réellement sur le store. On n'a pas encore poussé officiellement de glassware, parce que c'est encore les glassware, finalement les US toujours. L'espace, en fait, on a énormément de glassware disponible actuellement, c'est une cinquantaine. On verra qu'il y en a beaucoup plus à côté, en dehors de l'écosystème Google. Et actuellement, justement, on doit donner le glassware à Google et ils vont faire ces vérifications avant de pouvoir le visible. En tout cas pour les gens aux États-Unis. Comme je vous l'ai dit à l'instant, Google est super directif sur le look and feel qu'ils veulent obtenir sur les Google Glass, et notamment ils ont décrété tout simplement que quand vous affichez une image en grand, il faudra que ça respecte ce formalisme-là. Quand vous affichez un événement, des images, etc. Donc il y a déjà énormément il y a des guidelines déjà très très précises sur la documentation, et ça c'est quelques exemples. Depuis tout à l'heure, je parle de cartes, je parle de cards. Il existe 3 types de cards. Tout d'abord les cartes statiques, c'est celles dont je vous parle depuis tout à l'heure, qui sont dans le passé, qui sont une simple vue pour afficher du contenu. C'est vraiment la notif, j'ai reçu un mail, j'ai reçu un chat. Pour mettre aussi une vidéo, quand on clique dessus, elle va se lire, des images, etc. C'est un peu comme le système des notifications sur Android, sur votre téléphone. Pour sauver une notification, elle reste dans votre Notification Center, et puis voilà, elle évolue plus vraiment. Elle peut évoluer, mais c'est pas vraiment son but final. L'exemple du fameux cinéma sur lequel on travaille, et de ce que ça peut donner, globalement. En général, sur les static cards, il y a un menu qui nous permet là en l'occurrence, de lire à haute voix le contenu. Ça se fait beaucoup, notamment sur l'application CNN, qui pousse du contenu on a la headline, et puis pour avoir le reste de l'article, on se le fait lire à haute voix, voilà, dans l'oreille. Et ça marche pas très bien, donc c'est un petit peu bizarre, il faut avoir l'oreillette. Et donc globalement, il y a un menu sur chaque carte. À côté des cartes statiques, on a ce qu'on appelle depuis tout à l'heure les live cards, qui sont elles destinées à être mises à jour vraiment fréquemment, voire en temps réel. Ça c'est l'exemple de la boussole dont celle-là vous parliez tout à l'heure. C'est une carte qu'on lance qui reste dans le présent, et puis dès qu'on bouge la tête, elle se met à jour.
qui est intéressant avec les live cards, c'est qu'on a beau les lancer, elles s'intègrent dans la timeline, donc on reste dans ce process où dès qu'on swipe, on swipe parmi toutes ces cartes. Par exemple, la carte Google Now avec la météo, c'est une live card mais qui se met à jour beaucoup moins fréquemment. Les live cards, contrairement aux static cards, elles ont accès au capteur de l'appareil, de l'accéléromètre, etc. Elles peuvent faire des appels réseau. C'est comme des mini-applications Android que vous insérez comme un widget dans la timeline. En gros, c'est ça une live card. Et enfin, vous avez le dernier type de card qui n'est plus vraiment une card, qui est en fait l'immersion. L'immersion, on sort complètement de la timeline et on rentre dans une vraie application. Une vraie application qui peut avoir plusieurs écrans, qui prend le contrôle total du device. Donc quand vous swipez plus dans la timeline, vous swipez dans l'application. Vous pouvez vous amuser à gérer les gestures, à faire des choses avec les swipes. Vous pouvez vous amuser avec l'accéléromètre, etc., etc. Et c'est notamment ce qu'on va utiliser pour des jeux, pour les applications beaucoup plus complexes. Ça, c'est un jeu assez spécial où on doit viser avec sa tête les lettres pour reformer le mot. C'est un bon exemple d'immersion. Donc en gros, pour interagir avec les Google Glass, on a plusieurs choix. Il y a la voix. On peut tout faire avec la voix. On peut les allumer avec la voix, on dit OK Glass et on lance la commande et on est lancé dans l'application. On a le trackpad pour naviguer entre les cartes ou dans une immersion pour naviguer dans l'application. Il y a des boutons physiques, prendre une photo et quand on appuie longtemps dessus, ça prend une vidéo. On peut interagir avec son corps aussi. Il y a une détection de mouvement avec l'accéléromètre. Par exemple, on peut paramétrer un réglage qui fait que quand on va lever la tête, ça va les réveiller. C'est un peu bizarre quand dans les salles de réunion il y a des gens qui font ça, mais on peut paramétrer pour la réveiller. Et on peut aussi calibrer un petit truc qui est super sympa, qui fait que dès qu'on fait un clin d'œil, ça prend une photo. C'est rigolo. Attention, parce que quand on fait une photo, ça marche bien. Pendant un moment, et souvent il y a besoin de recalibrer. C'est encore en fait une feature qui est clairement affichée sur les glaces. Moi, je pense que la photo est affichée telle quelle, mais qui est encore en développement et en test par test exactement en montrant que les gens une nouvelle fonctionnalité. Ouais, c'est assez expérimental et d'ailleurs si on ne l'utilise plus pour le prêter à plusieurs personnes, il n'arrive plus trop à reconnaître qu'on a cliqué de l'œil. Et aussi, pour gérer ces applications, on interagit avec les glaces et ça se fait alors soit sur smartphone avec des applications iOS et Android dédiées, soit sur le web. Donc vous pouvez télécharger si vous voulez en ayant un identifiant sur un store pareil. Les applis sont disponibles. Après, bien entendu, il faudra se connecter avec son compte Google et donc son compte Google sera attaché à une paire de Google Glass pour pouvoir l'utiliser bien entendu. Et donc voilà, ce fameux store web qui s'appelle MyGlass, sur lequel on trouve toutes les infos sur son device et tous les glassware qu'on a installés en ce moment sur l'application. Ce qui est intéressant, c'est que toute la partie réglage, configuration des applications, elle ne se fait pas sur les glaces, elle se fait sur le web, sur ce site où quand on clique sur le glassware, on rentre dans l'écran de settings à travers une page web. Voilà, et ça, c'est des applications dédiées qui permettent d'accéder à des fonctionnalités de la glace. La glace ne peut par exemple se servir sur GPS. Il y a certaines fonctionnalités qui nécessitent d'avoir le téléphone appairé pour fonctionner correctement. Oui, on dit que c'est pour le grand public, c'est là que le grand public forcément devra passer par cette interface-là pour en tout cas désinstaller une application qui est actuellement sur ses glaces. Maintenant, en tant que bon geek, il suffit de connecter ses glaces sur son ordinateur et de dégager les applications comme ça. Et c'est donc ce site web qui joue le rôle un peu de Play Store des glaces.
et sur lequel on va trouver toutes les applications validées, qui sont passées par le process officiel de validation Google, qui est encore une fois très contraignant. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on appelle sa Google Glass à un téléphone? Donc on obtient la navigation GPS sur iOS et Android. Depuis peu, on peut recevoir ces messages SMS sur iOS. Si on a mis à jour la glace avec la dernière version qui est sortie récemment. Et c'est natif avec Android, bien sûr. On peut projeter ce qu'on voit sur les glaces sur son ordinateur. Et sur si votre téléphone et les glaces sont connectés sur le même réseau, forcément quand on parle d'être appareillé, c'est parce qu'à un moment on va vouloir donner en fait la connexion aux glaces. Après si je suis chez moi avec mon Wi-Fi, mes glaces peut-être avec mon Wi-Fi et mon device avec un autre réseau. Par contre si elles sont aussi connectées au réseau, je vais pouvoir voir directement sur mon device ce que j'ai dans la glace. C'est un moment où je pourrai représenter à quelqu'un ce que je suis en train de voir ou de présenter mes glaces. En tout cas, c'est toujours pareil, c'est une notion de grand public. Après, avec les outils d'Android, on peut faire directement sur son ordinateur. Ça, c'est un exemple de glassware qu'on peut trouver sur le store. Il y a déjà énormément de choses, notamment des applis officielles de Google, et il n'y est pas donné Glasstagram. Non, il n'est pas ici, c'est pareil, c'est un glassware à part. Mais globalement, il y a déjà, énormément de géants du web ont déjà réussi à mettre leur application sur le store. Et il y en a vraiment énormément. Ça, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Il y a beaucoup en fait de jeux, d'applications de cuisine. Pourquoi les applications de cuisine sur Google Glass? L'image, c'est je suis en train de faire de la cuisine avec mon iPad ou mes tablettes Android, j'ai les doigts sales. Je veux passer à l'étape suivante, je salue ma tablette, là je passe en parlant avec la glace et le nombre d'ingrédients à utiliser et les différentes étapes qui s'affichent actuellement autour de mon œil. Donc je suis en train de manipuler mes ingrédients et je peux continuer à voir si je veux faire un saillant ma tablette. Et il y a l'application pour le sport. C'est pareil quand on parle d'application pour le sport. Il y a un ami, j'ai oublié le nom, qui a fait une vidéo magique. Une application vraiment d'être immergé et vraiment dans la réalité augmentée. C'est une application pour courir, gamifier en fait sa course en mettant des checkpoints en fait dans sa course et s'adapte tous les jours en fonction de son trajet qu'il fait. Et pour pouvoir forcer la personne à courir plus, alors, dans la vidéo, la personne quand se retourne dans ses glaces, elle voit des zombies qui lui courent après. Alors après c'est pareil, c'est une vidéo qui en donne énormément, alors qu'en réalité quand vous verrez qu'on pourrait tester, on est sur un petit écran. Donc vous imaginez pas vous retourner voir un tout petit zombie ou genre d'exemple. Voilà, c'est qu'il y a une cinquantaine d'applications disponibles sur l'espace. Après, je suis incapable de vous dire combien il y en a réellement, puisqu'il y a plein de startups, de gens qui sont déjà amusés à faire des applications dès que c'est sorti. Tout à l'heure, lui il disait avec Instagram, alors bien entendu, tout de suite on va se dire c'est Instagram, oui, c'est exactement la même chose, c'est pas Instagram qui a lancé son glassware. Mais c'est quelqu'un qui fait le même principe. Dès que je fais une photo avec la glace, la photo, le traitement est passé par côté glace. La photo est envoyée côté serveur, le traitement du film est appliqué côté serveur, et ensuite 5 photos avec différents films sont envoyées. Et là, je peux choisir celui-là que je veux partager avec la communauté. Il y a déjà énormément d'applications, il y a plein de blogs en fait et de sites actuellement sur internet qui répertorient tous les gens qui font des applications qui ne sont pas encore disponibles mais qu'on peut quand même disponibles sur l'espace Google mais qu'on peut installer en fait, en passant justement par le côté Mirror API, etc. Voilà, donc comment ça se passe quand on veut ajouter une application, par exemple CNN? Tout simplement, en fait, il faut se connecter avec son compte Google et puis on est redirigé sur une page de CNN où on va cocher toutes les actus qu'on veut recevoir. Donc là, par exemple, les trucs de sport. Donc en fait, globalement, la configuration des applications, ce que je vous disais, elle se fait vraiment pas sur le device, elle se fait ailleurs. Donc, tout à l'heure, je vous parlais de l'application CNN. Quand on clique sur la carte de CNN, on a un menu qui apparaît pour nous jouer à l'oreille l'article, ce qu'il raconte. Ah, c'est une vidéo. Ah oui, parce qu'ils font des vidéos aussi, pardon. Ou pour lire l'extrait à haute voix. Voilà.
Et un autre exemple avec Google Now, quand on appuie sur la liste des points d'intérêt autour, donc on a tout, on arrive dans un second écran, donc en fait on lance une application et puis on a un menu pour, par exemple, pour aller au Charlie Darby, un bar à côté des Champs-Élysées. Pour pouvoir lancer le call sur le téléphone, pour pouvoir aller appeler le restaurant, réserver à sa place. Maintenant, je vais vous parler un peu de programmation sur les Google Glass. Et il y a deux manières de programmer des applications sur Google Glass. Je vais commencer par vous parler de la Mirror API, qui est en fait, ça paraît assez surprenant au début, mais c'est une manière de réaliser des apps pour Google Glass par le web. Donc on choisit un langage de son choix, et puis on héberge ça sur le web, on se fait un petit back-end, et en fait ce back-end il va aller parler à Google. Et c'est Google. Aucun besoin de savoir faire de l'Android par exemple, pour pouvoir faire quelque chose sur Google Glass. Il suffit juste d'avoir des compétences back-end. Et comme on le voit sur le schéma, en fait, vous avez votre back-end qui a sa base de données, qui fait ses petites affaires, et dès que vous voulez pousser une carte, une notification à une Google Glass, vous passez par des web services RESTful par Google, qui lui se charge de, dès que la lunette est connectée, de lui envoyer sa carte ou de la mettre à jour en fonction de ce que vous lui demandez. Pour utiliser la Mirror API, il faut faire de l'eau haute en version 2. Et puis il y a déjà énormément de librairies clients qui sont disponibles pour jouer avec. En fait, au moment où vous allez installer votre glassware dans l'espace qu'on voyait avant, vous allez vous authentifier avec Google, qui va ensuite vous authentifier avec, par exemple, votre application, si votre application va vous authentifier, par exemple, l'exemple de Facebook. Après, il y a tout ce qui est générique qu'il faut, et donc ensuite, Facebook a accès à vos glaces en passant par Google. Donc ça peut être cool en fait quand on réfléchit comme ça, j'ai pas forcément besoin de faire grand chose, d'être capable de pouvoir communiquer avec Google et directement interroger la glace. Après c'est pas forcément le même cas pour tous les clients. Dès qu'on va commencer à traiter par exemple le milieu bancaire, on ne pourra pas forcément passer par Google. On ne peut pas vouloir passer par Google pour pousser de l'information à ses clients et peut-être qu'on verra par la suite. Donc le flow typique, c'est que l'utilisateur, voilà, c'est un exemple de Google où ils font une application qui envoie des notifications sur des fun facts sur les chats. C'est ça aussi. Donc en fait, quand on s'authentifie, on a une callback qui est appelée sur notre backend qui nous permet d'enregistrer l'user comme on le veut dans notre base de données. Et dès qu'on le veut, on peut générer une notification sur la Google Glass. Donc on envoie une requête à la Mirror API qui elle-même va se synchroniser avec les Google Glass pour afficher la carte. Voilà, c'est vraiment tout simple. Donc comment ça marche? Il faut faire du JSON. Donc, il suffit de faire un post sur un web service de Google, et quand on lui passe en paramètre on veut juste afficher le texte Hello World, on va recevoir une réponse avec plusieurs informations intéressantes, notamment l'ID de la carte, et puis des dates de mise à jour. Et puis voilà ce qui va s'afficher sur la glace. C'est intéressant de sauvegarder ces informations parce que si vous affichez une carte, par exemple si vous faites un client de chat, si vous affichez la carte du dernier message de la conversation avec une personne, au lieu de repousser une nouvelle carte à chaque fois que cette personne vous envoie un message, vous pouvez juste simplement mettre à jour votre ancienne carte, qui sera supprimée et remplacée par le nouveau contenu. Étant donné qu'elle aurait été, on lui a dit tiens, faut mettre cette carte-là, naturellement elle va revenir au début de sa timeline. Voilà. Alors on disait que les cartes statiques servaient de cartes statiques qui s'affichent dans le passé. On disait qu'on ne peut pas vont pas se rafraîchir. En fait, elles ne se rafraîchissent pas au niveau de la glace. C'est-à-dire que c'est nous, au niveau du bac, en passant par Google, on va pousser l'information et là on lui demande de se rafraîchir. C'est pas la carte qui se rafraîchit d'elle-même. Alors après on pourrait dire on a un texte Hello World, c'est-à-dire j'ai affiché un texte Hello World, mais il y a plein de choses. Voilà, il y a plein de choses. Et notamment, il y a une console qui s'appelle le Playground, qui permet, là c'est un éditeur texte quoi, qui permet de rentrer le JSON qu'on veut afficher, et puis on a un preview en temps qui se met
jour en temps réel sur le côté. Et on retrouve aussi, ce dont on parlait au tout début, tous les layouts par défaut qui ont été créés et sur lesquels on peut se plugger. Donc on n'a même pas besoin d'être designer en fait. Si on a envie d'afficher des photos ou un événement ou quelque chose d'assez précis, globalement le layout existera déjà. Ça sera fortement recommandé, voire obligatoire de l'utiliser. Donc il suffira de l'envoyer en lui passant les bons paramètres et puis on va avoir une très belle notification qui va s'afficher sur les glaces de la personne. Avoir l'exemple 3 par exemple, ça va être un texte et un lien qui va renvoyer vers l'image. Donc après, tout seul. Il y a même des zones en fait dans les cartes où on peut carrément faire du HTML. On dit que le contenu qu'il aura affiché, ça sera ce texte-là et ce texte pas du HTML qui sera affiché dans les cartes, dans les données. On peut voir en fait comment ça va être des couleurs dans son texte. Et puis après tout est géré tout seul par la glace qui donne la bonne taille au texte en fonction de la longueur à afficher, etc. Donc quels sont les cas d'usage de la Mirror API? C'est faire bêtement de la notification, comme de la push notif sur Android. Pour faire de la push notif sur des Google Glass, ça peut être intéressant d'utiliser la Mirror API. Sachant, comme je vous l'ai dit, qu'on peut mettre à jour le contenu qu'on a déjà envoyé. On peut aussi recevoir des événements des glaces sur notre back-end. Globalement, quand vous êtes sur une carte statique, vous avez toujours l'option de partager l'information. Même si vous n'êtes pas une personne, vous êtes une application, on peut vous partager du contenu. Imaginons que vous êtes Evernote, sur la carte d'un tweet ou sur la carte d'une news, vous avez envie de garder l'information pour plus tard, vous allez pouvoir la partager. Et puis dans la liste des contacts, vous allez trouver Evernote, et quand vous allez cliquer dessus, ça va en fait envoyer une requête sur votre back-end qui va recevoir l'information qu'on vous a partagé tel cas. Et vous, donc, en fonction de votre traitement et de votre logique, vous allez pouvoir, à votre tour, lui envoyer une nouvelle notification, etc., etc. De même, quand vous envoyez une carte, vous pouvez ajouter à cette carte un menu. Vous pouvez lui définir un menu. Imaginons que vous soyez la fourchette et que vous envoyez des push notifs pour proposer des restaurants qui se trouvent autour. Vous pouvez proposer un menu qui va dire voilà, je veux réserver pour 1, 2, 3 ou 4 personnes, et puis quand la personne va cliquer, ça va envoyer un callback sur votre serveur et puis la réservation sera faite. C'est possible de faire ça avec que du web. Et puis le dernier cas d'usage, c'est que vous pouvez aussi demander à être notifié de la mise à jour de la localisation de la personne. Donc vous pouvez demander à être notifié toutes les 5 minutes des coordonnées GPS de la personne, et en fonction de cette position, vous pouvez envoyer une carte. Là par exemple, c'est une application ça doit être quelque chose comme du Google Now qui vous dit voilà, là où vous vous trouvez, il vous faut 12 minutes pour rentrer à la maison parce qu'il y a un petit peu de trafic sur Broadway. Voilà, donc on peut aller quand même jusqu'à la réception des positions GPS en faisant que du web, en faisant zéro développement natif. Donc la deuxième possibilité pour développer des applis sur Google Glass, c'est d'utiliser le JDK qui a été révisé un peu plus tard et qui permet de faire du temps réel, de faire de l'offline, parce que bien sûr dès que le device est déconnecté, la Mirror API elle a beau demander à Google d'afficher des cartes, elle ne va pas s'afficher sur la glace, et vous pouvez accéder au hardware et à tous les capteurs de la glace. Et en fait, le développement avec le JDK, c'est du développement Android complètement classique. Vous codez votre appli, vous la packagez dans un APK qui s'installe sur le device. Les particularités du JDK, c'est que vous faites une vraie application, donc le code tourne sur la glace, alors que quand vous faites de la Mirror API, le code tourne sur votre backend. Vous avez zéro code sur la glace. Donc là, tout tourne sur la glace. Aujourd'hui, le Development Kit, il est dans une version preview. La première fois qu'il a été montré, il était dans une version sneak peek, qui était encore plus brouillonne. Et d'ailleurs, quand ils ont mis à jour vers la version 4.4, ils ont publié cette version preview. Et il y a des signatures de méthode, etc., qui ont changé complètement. Donc
qu'ils avaient prévenu que ça allait pouvoir changer. Et il y a des noms de méthodes qui ont changé pour respecter des conventions. Il y avait un truc ToolView qui s'est transformé en GetView par exemple. Il y a plein de petites choses qui ont bougé. Globalement, le JDK, c'est quelque chose qu'on rajoute au SDK Android. Quand on développe une application Android, en fait, c'est une application Google Glass, je m'en mêle parce que quand on développe une application Google Glass, on développe une application Android avec un framework supplémentaire qui va rajouter des fonctionnalités qui permettent d'accéder à la reconnaissance vocale, aux gestures, et à tous les senseurs de la classe. On peut faire tout ce qu'on peut faire dans une application Android, capturer des photos, des vidéos, détecter la voix, gérer les mouvements du trackpad, etc. etc. Par exemple, deux, trois choses à savoir quand on commence une application JDK, c'est que c'est comme de l'Android. Si vous savez faire de l'Android, vous n'êtes vraiment pas perdu. D'ailleurs, c'est très surprenant. La première fois qu'on a développé une application Android, j'étais un petit peu surpris. Pardon, du coup, je m'embrouille parce que c'est vraiment la même chose. Par contre, il y a deux, trois choses à savoir. C'est que il faut, quand on crée le projet, c'est encore un petit peu poussif quand on crée les projets pour le paramétrer pour qu'il arrive à builder. Donc il faut bien vérifier qu'on utilise le thème des glaces, parce que sinon on obtient une application du style Android sur la Google Glass, c'est très bizarre. Il suffit juste d'utiliser le thème par défaut. Il faut créer un voice trigger. Et le voice trigger, c'est quoi? C'est ce qui permet de dire, voilà, moi quand l'utilisateur il prononce cette commande vocale, je veux que mon application soit lancée. Donc par exemple, take a picture. Moi, mon application, elle sait prendre des photos, et puis elle leur applique un effet cool et elle les envoie sur Twitter. Quand l'utilisateur dit OK, Glass, take a picture, je veux pouvoir apparaître dans la liste des applications. Et puis, une fois qu'on a créé le voice trigger, il faut commencer par le commencement, donc il faut commencer par générer des cartes. Donc Google propose un objet qui est tout bête. Et donc en faisant 4 lignes de code comme ça, on génère sa première carte. Juste au niveau de l'environnement, enfin l'IDE, quand les classes, en tout cas en début d'année, on a commencé à travailler, forcément on s'est dit tiens, on va partir avec Android Studio. En fait, même si maintenant Android Studio est bien fait pour faire de Android, au départ c'était pas forcément le cas. On avait heureusement sur Eclipse fonctionner. Depuis en tout cas très récemment, si je ne me trompe pas, tout le temps au départ. Parce que moi je suis toujours sur Eclipse, mais Android Studio fonctionne bien pour les classes. Depuis la dernière mise à jour du JDK, c'est possible. C'est vrai que c'était un peu pénible de revenir sur Eclipse si on avait fait la migration vers Android Studio. Donc alors pour créer son voice trigger, il suffit de déclarer deux attributs XML. Donc on crée un fichier XML et puis on utilise une constante. Il y a quelque chose de super important à savoir, c'est que comme on vous l'a dit depuis le début, Google est super carré sur ses guidelines et ils ont publié une liste de toutes les commandes sur lesquelles vous pouvez vous plugger. Et pour le moment, cette liste elle est arrêtée. Si vous ne rentrez pas dans les cas d'usage de la liste, vous pouvez pas. Enfin, en fait, tout simplement, c'est pas possible de créer sa propre commande custom. C'est possible si vous développez en local, mais si vous voulez pousser sur le store des glaces, vous devez utiliser une commande que Google a validée. Et ces commandes validées, c'est des trucs super génériques, par exemple take a picture, c'est des actions. Donc on ne peut pas faire une commande avec un nom de marque ou avec des choses plus spécifiques que ça. Par exemple, si on prend l'exemple du take a note, de faire quelque chose, je vais le dire, si j'ai qu'une application qui est capable de prendre une note, il va lancer naturellement l'application. Si par exemple sur ma glace j'ai installé différentes applications, dont Evernote, il va m'afficher la liste en fait des applications et là je vais devoir lui redire le nom, lui dire donc take a note et ensuite Evernote, il va lancer Evernote et là je pourrais prendre la note dans Evernote. En fait il y a au départ, parce qu'en fait c'est toujours pareil, hein, c'est en phase de preview, mais avant c'était encore moins efficace. Au final la doc évolue encore beaucoup.
Et quand on parlait, là on dit qu'elle utilisait les commandes par défaut, au départ c'est pas du tout la vision qu'on avait quand on lisait la doc, on a l'impression qu'il y a des commandes par défaut, pas de souci, et qu'après on pouvait ajouter à celle qu'on veut, ce qu'on peut faire quand on développe. Donc l'idée c'était, je sais pas, ouvre ma banque, parce que j'ai Casper lié à une banque, est-ce que capable d'ouvrir, je sais pas, mon compte BNP, ou si j'ai plusieurs banques, d'ouvrir la liste et de passer là-dessus. Ces commandes n'existent pas, et on pensait qu'il y avait un système de validation pour en ajouter. Cette partie-là a disparu de la doc, donc c'est trop vraiment demandé pour la partie commande. Mais en tout cas, vous pouvez faire vos propres commandes pour une distribution interne, en fait. C'est pas une appli pour vous et pas pour le grand public. Vous pouvez mettre les commandes que vous voulez. Oui, imagine. Ouais, c'est vrai qu'à un moment sur la doc, il y avait vraiment un formulaire qui proposait aux grands acteurs du mobile de créer leur commande qui serait validée par Google pour avoir le droit de l'utiliser dans leur application. Et depuis, ce formulaire a été supprimé et ils avaient une toute petite liste de commandes prédéfinies et depuis, elle a énormément grossi. Et je pense qu'elle définit la plupart des cas d'usage. En plus de la commande vocale, on peut proposer un espèce de sous-titre qui va guider l'utilisateur. Ouais, c'est un prompt. En fait, au moment où je vais faire, je sais pas, tout à l'heure, l'exemple là, c'était post an update, ça va lancer mon application, et là je vais pouvoir capable de demander à mon utilisateur qu'elle donne-moi plus d'informations, et lui afficher un prompt en lui disant, je sais pas, en 3 catégories. Dans ces cas-là, l'utilisateur va dire la catégorie, et l'application va se lancer dans la catégorie DD. Après, ça peut aller beaucoup plus loin, si on regarde la dernière ligne, au moment du on-resume de son activité, on est capable de récupérer tout ce qu'a dit l'utilisateur au moment où il entre dans mon application. Si l'utilisateur doit me donner de l'information orale, après c'est à moi de la traiter et ensuite d'afficher mes écrans associés à ce qu'on a dit l'utilisateur. On retrouve tout ce qu'on expliquait déjà auparavant, enfin, c'est récupérer les extraits au moment du on-resume. C'est pas des choses qui ont forcément été rajoutées avec les classes. C'est ce qu'on dit, hein. Enfin, vous faites de l'Android, vous donnez des concours. En fond, en tout cas, je le sais. Demain, vous partez sur le développement de classe, c'est la même chose, c'est juste adapter aux contraintes et utiliser les nouvelles fonctionnalités qui ont des post-tracker et La deuxième chose à faire quand on s'est lancé son application et affiché une carte, c'est de mimiquer un peu le comportement qu'on a sur la timeline, donc c'est de scroller entre les cartes. Pour ça, vous avez le premier widget spécifique aux glaces qui a été créé, que vous devez utiliser, qui s'appelle le Card Scroll View, que vous mettez dans votre layout. Et ensuite, vous créez votre adapteur, c'est du pur Android, vous créez votre adapteur qui hérite de Card Scroll Adapter, et puis vous allez afficher votre Scroll View, qui va afficher toutes vos cartes qui sont dans votre adapteur. Donc on est vraiment sur le schéma classique Android, où je vais afficher une liste, je mets une list view, là je remplace ça par Scroll View, Card Scroll View, et j'ai mon adapteur qui va générer la vue de chacun des éléments dans cette liste, qui sera l'adapteur qui héritera cette fois-ci de Card Scroll Adapter. C'est du bon vieux Android classique. Et ensuite, il y a... Je continue sur ce qui ressemble vraiment à du Android classique, c'est l'utilisation des menus. Donc vous savez, sur les cartes statiques, vous avez ce menu avec les actions qui apparaissent. Vous pouvez créer ça très facilement en définissant un fichier XML menu, donc encore de Android normal. Et il suffit d'implémenter les méthodes standards Android, de s'amuser avec un gesture pour récupérer le mouvement de tape sur le pad et d'appeler Open Option Menu, et ça va ouvrir tout bêtement avec la vue au thème standard des Google Glass, votre menu XML. Et là, je suppose que tu es capable de faire de l'appli Google Glass. Ça n'a pas l'air... Soit c'est pas correct. Ça, ouais, c'est un côté presque perturbant mais vraiment, l'après-midi on s'est mis dans une salle et on a programmé une petite appli qui récupérait du JSON sur une Dropbox, c'était une liste de films, on a fait une application cinéma quoi.
récupérait une liste de films et qui les affichait dans une scroll view avec les détails, et puis quand on cliquait, on pouvait initier une action. Et en fait, quand on sait faire de l'Android, on sait faire ça. Il suffit juste on bute un petit peu au début avec les voice triggers, avec ces choses nouvelles, et dès que tu utilises les composants, des bons composants, t'es chez toi, il n'y a aucun problème. Et encore là, on présentait en passant vraiment par le JDK, c'est-à-dire en passant par ces cartes qui sont fournies. Après, rien ne nous empêche en fait de faire vos propres layouts et de développer vos vues à vous. C'est toujours pareil, de faire des activités totalement standards et de capter et de jouer dans votre application, passer d'une à l'autre. Par contre, c'est totalement déconseillé de chercher à prendre son projet avec Android. Il y a plein de choses à adapter, c'est pas Justement, c'était ce que tu étais en train de dire. On peut tout à fait faire des applis plus ou moins hybrides, entre guillemets, où on envoie des notifications avec la Mirror API, et dans le menu qu'on a défini, si la personne veut voir le détail, par exemple, de la news qu'on vient de lui coucher, elle va ouvrir notre application d'immersion. C'est exactement ça. C'est la static card qui arrive avec la Mirror API, et quand on va dans le menu, on lance un intent, et puis on se retrouve dans notre application native. Si vous voulez en apprendre plus, voire vraiment beaucoup plus, parce que là on a été assez léger sur le développement JDK, je vous conseille d'aller voir le superbe live code qui a été... On a fait un live code en même temps 1 heure et demie, où il y a toute la vidéo qui est sur internet de l'écran dans Eclipse, pour montrer comment développer une application du début jusqu'à la fin. Il y a tout qui est présenté, vous pouvez apprendre directement. C'était une sorte de boîte à nœuds. Un live code Vimaya, je ne sais pas si tu connais. Oui, j'ai oublié, j'enverrai le lien si jamais vous voulez le partager. Je pense que si on tape sur Google Auto Live Code Google Glass, à mon avis, on va pouvoir le retrouver sur le site de GoGlass, goglass.com, je sais qu'ils en parlaient. Est-ce que ça utilise des layouts comme Android pour vraiment Ouais, si tu fais du GTK, c'est des layouts XML comme sur Android. Okay. En fait, tout à l'heure, à un moment, on présentait des cartes au départ, par exemple la grande qui était affichée au début où on présentait les contraintes. Par exemple, actuellement, tu vas dans la doc, le layout est totalement fourni. Tu peux reprendre directement le même, tu reprends carrément tout le code XML, tu le mets dans ton propre et tu l'adaptes pour tes contraintes. Et en fait, ils ont fourni même les dimensions. Il faut directement dans tes layouts pour appeler et respecter les margins à droite et à gauche de ta dimension. Les 15 000, je crois pas qu'elles sont là. Là, dans les très chers, il y a les méta qui sont toujours pas disponibles, qui sont présentées, celles que je disais tout à l'heure, où justement on est à la mode Iron Man, on peut bouger des objets dans ses mains, assembler des pièces, etc. La petite spécificité qu'il faut avoir, alors là je vais dire parce qu'il y a un câble, il ne faut pas le croire avec les glaces, mais par exemple celle-ci ne fonctionne pas si elles ne sont pas connectées à un PC. Il y en a d'autres aussi alors là par exemple on en a quelques-unes. Chacun s'est plus ou moins spécialisé dans son secteur. Enfin, si je prends par exemple les récoltes sont plus destinées finalement à du sport, et une aide dédiée pour faire du sport et dans son environnement sportif. Les autres tendances sont assez intéressantes. C'est une start-up française, comme tout à l'heure je parlais 2007-2008, je crois que c'est 2008 qui se sont lancés. C'est des gens, si je ne me trompe pas, de Thomson, qui sont lancés sur les Smart Glass, fin des 2008, qui est basé à Rennes. Ils ont quelque chose à Paris et à San Francisco. On parle d'une start-up qui est quand même située dans trois grandes villes.
Leur particularité, c'est que tout à l'heure je parlais de deux types de modes de lunettes. Il y a les lunettes en mode tableau de bord, on va avoir de l'information qui vont être affichées au-dessus de son champ de vision. Et les lunettes vraiment réalité augmentée, on va être immergé en fait dans son espace et on va afficher du contenu additionnel. Celles-ci ont carrément déposé un brevet parce qu'elles sont les seules qui ont lancé. Si on voit, ils ont un petit bloc ici qui est un bloc mécanique qui permet de passer de l'un à l'autre. Qui permet de passer en mode réalité augmentée où je suis émergé, en mode tableau de bord où j'affiche de l'information en dehors de mon champ de vision. Et après il y a aussi une autre startup, c'est l'Aster, qui est une startup française. Celles-ci, sont toujours à 7 000 euros. Elles sont à 7 000 euros avec le SDK. Et pareil, elles ont besoin d'être connectées à un device. C'est-à-dire que finalement, elles jouent plus le rôle d'écran que vraiment de smartphone comme les Google Glass où tout est embarqué finalement vraiment dans le Glass et j'ai pas besoin de les connecter à autre chose autre qu'un réseau pour pouvoir vraiment fonctionner. Alors ça dépend, il y en a qui tournent sur Android, il y en a, il y a du Windows, enfin il y en a, j'ai pas de tout, mais par exemple les méta c'est du Windows derrière en fait. Après c'est pareil quand on parle faire mon glassware, je vais faire mon glassware pour Google Glass, ça ne va pas vouloir dire que mon application que je vais avoir développée va fonctionner sur par exemple les Optane dans tous ces Android. Par exemple la startup s'est lancée, sont spécialisés hardware, donc eux ils fournissent vraiment le device, ils ont mis un Android dessus. Et ce qui a l'air très drôle quand on les essaye, c'est que on est sur un écran Android comme sur mon téléphone. Donc on a la status bar, on a vraiment un écran comme ça sur un Android. Et ce qui est très drôle, c'est par exemple on connecte sa souris Bluetooth avec ses glaces et on bouge la souris, on a le curseur qui apparaît devant nous et on clique. Il joue le rôle de doigt en fait. Particularité. Juste pour finir, on n'a plus pour très longtemps avant si vous avez des questions. On va juste montrer quelques applications. Alors au tout départ, forcément quand ça s'est lancé, il n'y avait pas d'application, mais dès juillet 2013, il y a des médecins, chirurgiens qui sont aidés par les opérations à porter des Google Glass, plus dans un concept de partager finalement une opération à des étudiants. Ou par exemple comme en France, c'était un chirurgien japonais qui ne pouvait pas forcément venir pour lui montrer une opération qui était plus délicate et lui expliquer et avoir la vision avec le chirurgien pendant l'opération de ce que le chirurgien voit. Alors on pourrait dire oui, on pourrait avoir une caméra au-dessus, la caméra n'a pas forcément donné le même champ de vision, donc on va voir vraiment ce que voit le chirurgien au moment où il va faire la coupe. Dans le milieu du transport, donc il y a plein de choses qui sont en train de se faire aussi. Mes parents Virgin Atlantic étaient très intéressants, qui sont lancés pendant 2 mois carrément à tester les devices connectés wearables, c'est-à-dire que les hôtesses d'embarquement, en tout cas pour la partie business, étaient carrément équipées de Google Glass et en plus de monde connecté pour donner de l'information à la classe business, alors sur le vol ou limite si la personne, pour scanner le billet, on la reconnaît, comment s'est passé le vol la semaine dernière, etc. Forcément, quand on parle de nouveaux devices, les banques sont les premiers friands aussi de se lancer là-dedans. Donc, on a eu énormément de choses, c'est que les premières applications bancaires, c'est plus pour pouvoir localiser les distributeurs ou la banque. Après, on a commencé à avoir des applications pour pouvoir se connecter. Alors, quand je parle d'applications là, je ne dis pas que ces applications sont actuellement présentes. C'est plus, on va dire, un aspect marketing et publicitaire. On a fait une application, regardez, elle fait ça. Aujourd'hui, je suis client. Je ne suis pas client, mais si j'ai des clients à crédit mutuel, je ne pourrais pas forcément avoir accès à l'application, étant donné que les classes ne sont pas encore sur le marché du grand public. Ou encore la caisse d'épargne qui a lancé, qui a un coffre-fort numérique et à travers les glaces permet directement de pousser les photos que je fais ou les documents qu'on va dire que je scanne ou je prends en photo sur mon coffre-fort pour les sécuriser. On a aussi France Télévisions. On n'en a pas forcément entendu parler. C'est quelqu'un qui évangélise pas mal les Google Glass en France qui a travaillé dessus. Ce qui est dommage dans cette application, c'est qu'on en a parlé que le dernier week-end des JO sur internet. Elle permettait de quoi en fait, c'est au moment où je regardais les JO à la télé, j'avais porté une glace, d'avoir du contenu additionnel. Et donc en l'occurrence
l'assurance, pendant qu'un skieur descendait, j'avais des infos sur le skieur, tiens, il a tel médaille, etc. Je sais, pour avoir discuté, logiquement, ils veulent se lancer aussi et sortir des applications pour les différentes chaînes du groupe pour ajouter finalement d'autres choses à l'expérience utilisateur pendant que je regarde ma chaîne. Parce qu'on a aussi actuellement des fois sur smartphone. Après, c'est plus simple quand je suis dans mon fauteuil et que je porte mes Google Glass d'avoir cette info-là que d'être avec mon smartphone. Tac. Voilà. Merci à vous en tout cas. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. Après les questions, vous pouvez venir et on vous fera tester les gouttes de glace pour que vous ayez un meilleur rendu. Oui, après. La première question serait est-ce qu'il y a un émulateur sur Bonne question, très bonne question. Alors, je vais dire non. Il y a un moyen qui est fourni pour le moment en fait pour pouvoir en tout cas émuler proprement on va dire une glace. Maintenant en début d'année il y a des gens qui se sont amusés à lancer des choses ou à partir, c'était sur un émulateur de Nexus 5, essayer de faire des choses pour pouvoir voir ce que vont donner les glaces sur ce genre d'appareil. Il n'y a pas d'émulateur officiel en fait pour développer. Pour le moment ce qui est dommage c'est que pour vraiment se rendre compte il faut avoir une paire de glaces, pouvoir les connecter et porter pour voir le rendu, ou utiliser Android Screen Mirroring pour pouvoir le voir sur le device. Ça nécessite d'avoir des paires de glace. Après, je pense que c'est toujours pareil, c'est en version bêta. Je pense que forcément ça va être prévu d'avoir un vrai émulateur qui est capable vraiment d'émuler finalement ce qu'est une paire de Google Glass, qui vont être leur bouton physique, leur gesture, et parce que derrière, comme on l'a dit, c'est juste un Android. Je voudrais avoir votre point de vue sur un terme d'usage. Moi j'ai joué avec l'an dernier, une soirée, j'ai pas développé, j'étais déçu, je trouve que c'était presque peur, cyborg. Et donc hors usage professionnel, personnellement je doute, mais j'ai pas développé, j'ai pas manipulé pendant des mois. Donc, vous en pensez quoi, honnêtement? Alors on va le faire sur deux aspects, on va le faire sur l'aspect perso et l'aspect pro. Aspect perso, après, moi ça m'arrive de les porter dans les locaux juste pour m'amuser, les avoir, j'ai fait des réunions avec. Le seul avantage que j'ai en tout cas dans ces cas-là, c'est d'avoir mes mails et de pouvoir voir mes mails parce que ça on va dire que ça m'éclate. De jouer et de prendre des photos ou des vidéos avec. Pour le moment, mon avis, c'est plus un gadget, en tout cas sur un aspect perso. Après, ça peut énormément changer avec l'ensemble des applications qui pourraient être fournies. Par exemple, ce qu'on disait France Télévisions, où c'est ajouter du contenu additionnel pendant que je regarde une émission. C'est plus simple quand on va porter des Google Glass sur la tête que de sortir son téléphone et de le poser et regarder le contenu. Par exemple, pour ça. Après, pour être franc, les porter tout le temps, déjà actuellement, c'est impossible. Le problème de la batterie. Oui, on ne peut pas avoir l'expérience sur une journée complète à les avoir. Faire l'expérience également sur une journée complète en France, j'ai pas envie de la tenter. J'ai pas envie de partir chez moi avec les glaces et de rentrer chez moi le soir sans les glaces. Donc en fait c'est plus une expérience pour moi en tout cas que j'ai au bureau, où je vais les porter ou chez moi le soir parce que je m'amuse et je les porte, je regarde et les faire tester à des amis. Je pense qu'il risque d'avoir un problème dans la rue. Alors pas un problème, ce que je disais, pas rentrer chez moi avec, mais d'acceptance en fait des gens. On parle pas mal des États-Unis et surtout forcément San Francisco, les gens se baladent avec, on n'a pas forcément gros retour négatif. Ça dépend avec les personnes avec qui on est, les lieux où on va. Je pense que si demain je pars de chez moi, je me pose dans mon RER et que j'ai une paire de Google Glass, je pense que les gens en face vont quand même un peu se poser des questions. Surtout qu'on voit qu'on fait quelque chose et on ne sait pas ce que fait forcément la personne. Est-ce qu'elle est en train de me filmer, est-ce qu'elle est en train de me prendre en photo? Après on pourrait dire c'est quelque chose qu'on peut faire aussi avec son téléphone discrètement. Pour moi c'est un autre device. J'attends de voir comment ça va être accepté par la communauté. Après Dan, sur partie perso. Non, c'est pour moi j'aime trop.
Pour rebondir sur ce que tu viens de dire sur San Francisco, il y a déjà eu des cas d'agression de personnes qui partaient des Google Glass, notamment dans un bar, où ils se sont fait embêter, la paire de glace a été cassée. Je pense que ça va, ce genre d'histoire va augmenter. Et c'est pour toutes ces raisons que... Ah oui. Je suis entièrement d'accord. C'est bon. Il y a aussi l'exemple de la conductrice aux États-Unis qui a eu un problème. Pourquoi Google se bat aussi énormément tellement pour la partie conduite. Le cas est un peu tordu dans le sens qu'elle ne portait pas les glaces comme il fallait en fait. Quand on porte vraiment en tout cas ces Google Glass là, l'écran est vraiment en haut, elle est portée mal, c'est-à-dire que ça lui obstrue en fait son champ de vision. Donc forcément ça peut poser problème quand on conduit. Après, juste pour finir, pour un point de vue professionnel, pour être totalement franc, à l'heure actuelle, les sociétés sont intéressées parce que c'est un gadget qui buzz. C'est fournir aussi une nouvelle expérience peut-être à leurs clients qui vont un jour avoir des Google Glass. Mais ça va être plus être finalement dans peut-être 1 an et demi, 2 ans. Pour le moment, c'est plus faire du buzz. Je suis le premier de mon secteur à avoir mon application qui fait ci, qui fait ça. Qui marche très bien d'ailleurs. Voilà. On attend de voir, en tout cas dans cette partie-là, vraiment la sortie des glaces dans le monde dans le grand public et en France, pour voir comment ça va être accepté et comment ensuite professionnellement les grandes sociétés vont s'adapter. Est-ce que ça reste utilisable en extérieur, mais en plein jour? Alors, dehors dans la rue, s'il commence à faire plein soleil, oui, au niveau de luminosité, l'écran va être assez clair. Là, je pense, là, si on essaye dehors, on arrivera à voir. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que les cartes sont faites pour, quand on parlait de règles, bien entendu, on ne fera jamais une carte sur fond blanc avec du texte noir. Naturellement, les cartes ont un fond noir ou un fond foncé, en fait. Bon, en tout cas, pour répondre à ce problème-là. Après, la notion de luminosité, c'est aussi un autre problème, parce que si on commence à chercher à travailler avec, ça fait encore beaucoup plus consommateur. Également le prisme, après il y a des histoires de rayons de lumière qui font qu'il y a certaines traversées qui sont faites dans les glaces qui coûtent plus que d'autres. Et sinon que la batterie s'épuise plus vite que d'autres. Logique. Oui. Alors, c'est une très bonne question à laquelle je n'ai absolument pas la réponse. J'ai pas la réponse pour les Google Glass. Tu veux dire, c'est-à-dire je suis dans la rue et il pleut. Voilà, il se met à pleuvoir. Je suis entièrement d'accord avec toi. J'ai eu la question quand j'ai testé d'autres glaces parce qu'elles avaient plus une connotation, on va dire, aller travailler sur le monde de chantier. Donc là, forcément, ces glaces étaient adaptées. Je dis pas qu'elles étaient adaptées pour aller sous l'eau, hein, mais que pour la pluie, c'est adapté. C'est totalement étanche. Les Google Glass, je suis incapable de répondre au niveau d'étanchéité. Comme je dis, je me suis jamais baladé vraiment dans la rue et le peu que je vais dehors, en général, il ne pleut pas. Je pense que c'est une réponse à 1 500 €. Voilà, c'est ça. C'est une réponse à 1 500 $.